Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Lex Inside, l'émission qui donne du sens à l'actualité juridique, du droit et encore du droit. Au programme de ce numéro, on va parler de l'intelligence artificielle au tribunal des activités économiques de Paris avec Bertrand Kleinman, vice-président du tribunal des activités économiques de Paris. On évoquera ensuite les questions juridiques entourant le véhicule de fonction du salarié avec Angélique Desruelles, avocate fondatrice de CFD Law. Et enfin, on parlera des nouveautés fiscales en matière de plus-value immobilière avec Léa Zerilli, avocate chez Del Sol Avocat. Voilà pour les titres. Lex Inside, c'est parti. Tout de suite, on parle intelligence artificielle au tribunal des activités économiques de Paris avec mon invité Bertrand Kleinman, vice-président du tribunal des activités économiques de Paris. Bertrand Kleinman, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors, on va parler ensemble de l'expérimentation de l'intelligence artificielle au tribunal des activités économiques de Paris. Mais avant d'aborder ce sujet, quel regard portez-vous sur l'intelligence artificielle et son impact sur la justice? Alors, le regard est qu'il s'agit d'une technologie qui est absolument incontournable, qui a un fort potentiel, on en parlera, mais aussi des risques. Et par rapport aux précédentes révolutions techniques qu'il y a pu y avoir, comme l'Internet, la différence, c'est que ça va extrêmement vite. Donc ça va vite et donc ça peut avoir des conséquences sur les processus et peut-être aider les magistrats. C'est dans ce contexte-là que vous avez décidé d'expérimenter l'intelligence artificielle au sein du tribunal des activités économiques de Paris? Absolument. Alors, c'est comme je vous dis, il y a un potentiel fort, des opportunités. Dans les opportunités, je pourrais vous décrire un peu plus précisément ensuite, mais l'idée, c'est de libérer du temps à forte valeur ajoutée pour les juges, puisqu'on s'aperçoit tout de même que les juges passent beaucoup de temps sur des tâches administratives ou simples qui pourraient être réalisées ou assistées par une machine. En revanche, un point très important, il ne s'agit pas de faire une justice par les ordinateurs. Il n'est pas du tout question de déroger à toutes les règles de base, les fondements, le droit à l'accès à la justice, le droit à être entendu par un être humain, etc., etc. Donc je crois que c'est un point très important. Et justement, dans une phase où on est exploratoire, alors j'allais dire, non, il y a un deuxième objectif aussi, c'est comme les avocats avancent très vite avec ces technologies, nous, de ne pas être complètement en retard par rapport à ça et de bien voir si ça peut ou pas de donner certains avantages à des grands cabinets qui auraient les moyens Donc d'utiliser prendre ces le train en technologies. marche et voir Voilà, absolument. quels Absolument. peuvent être les usages. Alors les deux grands points, opportunités et risques, hein, je vais peut-être commencer par les risques. Donc les risques, je l'ai dit, c'est qu'on essaye d'aller vers une justice automatique, voire qu'on soit berné par la technologie, parce que la caractéristique, c'est que ça écrit très bien. Ça écrit très bien, mais c'est pas pour ça que c'est un bon jugement. D'ailleurs, on veut absolument pas de jugement automatique. Donc le risque est là. Alors l'opportunité, je l'ai dit, de gagner du temps. Alors pour les risques que l'on a fait dans la phase exploratoire, c'est qu'on a articulé ce qu'on appelle pompeusement une charte, c'est-à-dire des règles d'usage de ces technologies, en se faisant aider d'ailleurs par des spécialistes externes, et en s'inspirant de tout ce qui vient de la réglementation, notamment européenne, hein, donc l'IA Act et autres, et en fait d'identifier des usages par les risques, et donc d'avoir certains usages qu'on bannit complètement, comme par exemple la décision de justice automatique, mais d'autres usages qui sont, eux, tout à fait admissibles et simples. Donc l'idée, c'est d'avoir un usage raisonné, contrôlé, et qui respecte bien toute la réglementation européenne et française. Alors sur les usages, peut-être, pour être concret, nous, on a identifié donc, des usages. Je vais commencer par le moins risqué, peut-être. Donc, on a une procédure qu'on appelle la procédure de placement, c'est-à-dire l'allocation des affaires aux différentes chambres de contentieux spécialisés. On a 14 chambres à Paris, de 9 juges. On a un flux de 9500 affaires par an. Et aujourd'hui, on a 9 juges, une chambre, qui est là uniquement pour dire cette affaire-là relève du droit des sociétés, du droit de la concurrence, du droit international, etc., pour attribuer les affaires. Ça, ce travail-là, on aimerait bien qu'il soit assisté par un outil d'intelligence artificielle qui nous permettrait après de pouvoir aller beaucoup plus vite
utiliser beaucoup moins de temps de juge. Et le risque juridique est très faible, puisque si on se trompe de chambre, on peut réaffecter vers une autre chambre. Donc ça, c'est très simple. Un deuxième, un petit peu plus risqué, c'est le traitement des requêtes en injonction de payer. Donc ça, c'est une procédure qui existe, qui va très vite. Quand vous avez un contrat indiscutable, une facture, un bon de livraison, une relance, de dire il faut le payer. Donc ça, on n'a pas besoin de faire toute une procédure judiciaire complexe. On peut aller très très vite, en une dizaine de jours. Et ça, on en traite 20 000 par an à Paris quand même. Donc tout ce travail de contrôle du dossier, voir si toutes les pièces sont là, si elles sont cohérentes, si les chiffres demandés sont les bons, tout ça, ça peut être assisté par une intelligence artificielle. Après, le juge prend la décision de condamner à payer, fait une injonction. Et après, si le requis, comme on dit, enfin le condamné n'est pas d'accord, il peut faire opposition et ça devient un jugement classique. Donc risque très limité. Le troisième cas peut-être, un petit peu plus complexe, c'est de prendre les écritures des parties qui ont fait toute une procédure de mise en état, comme on dit, sur une affaire au fond, et d'en faire simplement une synthèse qu'on appelle le rapport, une synthèse des faits non contestés, des faits contestés, des moyens de droit, et que l'on lit à l'audience en début d'audience. Donc là aussi, un risque limité, puisque les parties sont là et peuvent nous dire, ou dire au juge, attendez, vous avez oublié tel point, vous avez mal compris tel autre, et comme ça, on a un débat ensuite beaucoup plus riche, et on a des questions très ciblées. Donc vous venez de décrire ces 3 cas d'usage. Concrètement, aujourd'hui, où en est le projet ? Alors le projet, donc, comme je vous ai dit, on a passé quelques mois déjà à clarifier nos idées. Là, maintenant, on est en train de mettre en place l'outil informatique, donc déjà d'installer tout le socle, parce qu'il faut déjà avoir toutes les bases, bien sûr, respecter le RGPD, enfin respecter toutes sortes de choses. Et donc, d'ici à l'été, on devrait avoir, nous, nos premiers résultats exploratoires, donc pas mis en production. On est dans le stade du POC, comme on dit dans l'informatique, donc preuve de concept. Et à ce moment-là, on verra si on peut déployer ou pas pour tous les juges. Donc vous espérez peut-être un déploiement plutôt en septembre ? Oui, septembre, on ne va pas aller trop vite, donc on va voir, ça va dépendre des résultats. Et si l'outil de distribution des affaires de placement est efficace, on peut imaginer de le mettre en œuvre assez vite, et même de revoir notre procédure de placement avec un comité de placement plutôt qu'une chambre de placement qui n'utiliserait pas ces 9 juges à temps complet, comme je disais tout à l'heure. Donc on va voir, on va apprendre en marchant. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a d'autres cas d'usage qui ont été identifiés, mais où vous dites c'est un peu plus risqué que ce que vous venez d'indiquer précédemment ? Alors, les autres qu'on a identifiés, très franchement, on les a interdits. C'est-à-dire, par exemple, de préparer un projet de jugement. Même dans des affaires simples, vous savez, on a des affaires dites récurrentes. On a des affaires récurrentes où il n'y a même pas de défendeur. À Paris, 1000 par an quand même. Et où on pourrait se dire, on fait déjà un projet de jugement, il n'y aurait plus qu'à valider. Ça, on se l'est interdit. Et on veut surtout éviter le risque de, comme je vous l'ai dit, de fascination du juge, surtout d'un jeune juge débutant, qui, comme c'est très bien écrit, ne vérifierait plus le fond du dossier, les pièces, les fondements juridiques, etc. Donc ça, on se l'est interdit, et je pense qu'on va se l'interdire longtemps. Pour finir, comment vous prévoyez d'évaluer justement cette expérimentation et puis après de tirer les conséquences de cette expérimentation ? Alors, très bonne question. Pas évidente. Donc là, comme je vous l'ai dit, comme on a une phase exploratoire, on va déjà regarder si l'outil fonctionne, si ça sort des résultats cohérents déjà. Et ensuite, alors comme les tâches dont on parle là sont des tâches qui redonnent du temps au juge, et entre parenthèses aussi au greffier, on va voir si effectivement on libère du temps. Alors je ne sais pas si on fera peut-être pas une mesure très quantitative, mais si on libère du temps au point de pouvoir permettre à tous ces juges de la chambre de placement de ne faire plus le placement, mais uniquement de traiter des affaires au fond comme les autres juges. Donc on va voir, on va compter les points, j'allais dire, à l'automne. D'accord. Et est-ce qu'on peut espérer d'autres choses dans le futur, selon vous, avec l'intelligence Oui, artificielle ? alors il y a un sujet qu'on appelle en fait la recherche juridique augmentée, pour faire des choses un peu jolies, mais bon, ça existe déjà, les bases de données, mais un outil qui pourra aller chercher dans toutes les bases de données juridiques, et aussi dans toutes les bases de connaissances internes du tribunal. Donc là, on pourrait faire de la recherche plus sophistiquée. Toujours pareil, la même idée, redonner du temps au juge, lui permettre de faire de meilleurs jugements en ayant plus de temps, en se formant plus et en ayant meilleure connaissance de ce qui a déjà été jugé dans le passé. On va conclure là-dessus. Merci Bertrand Kleinman. Je rappelle que vous êtes vice-président du tribunal des activités économiques de Paris. Merci bien. Tout de suite, l'émission continue. On va parler des questions juridiques entourant le véhicule de fonction du salarié.
On continue ce Lex Inside, on va parler des questions juridiques entourant le véhicule de fonction du salarié avec mon invitée Angélique Desruelles, avocate fondatrice de CFD Law. Angélique Desruelles, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors tout d'abord, on va s'intéresser à l'entretien de véhicules de fonction. Quelles sont les obligations du salarié en la matière ? L'obligation d'entretien, quand bien même le véhicule n'appartient pas au salarié, elle lui est transférée par l'employeur, une sorte de délégation. Donc effectivement, en la matière, par exemple, le salarié doit se rendre aux visites périodiques qui sont commandées par l'employeur ou si l'employeur lui laisse latitude de choisir l'endroit avec remboursement des frais. Et on dit pour le véhicule de fonction, c'est la même chose que pour l'ordinateur. Le salarié reste responsable de ses outils de travail et on dit bien en fait que le salarié, il doit entretenir, s'occuper de son véhicule en bon père de famille. C'est-à-dire qu'il doit surveiller la pression des pneus, il doit vérifier par exemple le liquide de refroidissement, l'huile dans le moteur, pour le lave-glace, etc. Tout cela incombe au salarié. Alors, autre point important, est-ce que le salarié qui peut disposer du véhicule, par exemple pendant le week-end, est-ce qu'il peut utiliser le véhicule de fonction à des fins personnelles ? Alors, oui, alors déjà, ça dépend si c'est indiqué dans le contrat de travail. L'employeur a effectivement la possibilité de décider si le véhicule de fonction est un usage exclusivement professionnel ou s'il peut y avoir un usage professionnel et personnel. Donc, usage personnel, c'est comme vous venez de le dire, le week-end, les courses, aller chercher les enfants, les vacances. Alors, la jurisprudence vient juste dire, attention, cet usage personnel doit rester accessoire. Bon, comment le mesurer? Ça, c'est une autre question. Et à l'évidence, on sait tous que si c'est un avantage personnel, donc c'est-à-dire que le salarié tire profit d'un avantage qui est accordé par l'employeur, ça sera donc un avantage en nature qui doit être en tant que tel indiqué sur le bulletin de paie, soumis à cotisation, à charge sociale et aussi impôt sur le revenu. Et d'ailleurs, on vient de voir que le gouvernement vient de décider d'alourdir les taxes pour ces véhicules avec des exceptions et des arrangements pour les véhicules électriques. Alors, autre point important, c'est la question de la restitution du véhicule en cas de rupture du contrat de travail. Quelles sont les obligations du salarié en la matière ? Alors, en cas de rupture du contrat de travail, pour quelque cause que ce soit, le corollaire est la restitution du véhicule. C'est vrai qu'on voit souvent des clauses dans les contrats de travail. Finalement, la clause, elle est presque pas nécessaire. Donc, le salarié, si le contrat est rompu, doit restituer le véhicule. Attention cependant, s'il s'agit d'un véhicule pour lequel le salarié est autorisé de l'utiliser pour son usage personnel, pendant le préavis, il sera autorisé à conserver le véhicule, même s'il en est dispensé. Alors, malheureusement, la jurisprudence ne définit pas qui, quoi, comment. Il y a un petit vide juridique. Alors, tout le monde y va un petit peu, c'est-à-dire que souvent, le salarié, s'il est licencié, il y a un petit contentieux qui commence à naître, il n'est pas ravi, il n'est pas content, ou il réclame des heures sup que l'employeur ne veut pas lui payer. Donc, dans ce cas-là, souvent, il fait un petit peu de la rétention, il refuse de remonter à l'entreprise pour rendre le véhicule. Et dans ce cas-là, que peut faire l'employeur si le salarié ne restitue pas le véhicule ? Alors, si vraiment il y a une situation de blocage, dans ce cas-là, il faut déjà adresser une lettre recommandée avec accusé de réception. Alors, je le précise parce que souvent, il y a eu des échanges de textos, il y a eu des échanges d'emails, mais il n'y a rien de formalisé en lettre recommandée avec accusé de réception. Et malheureusement, il faut aller au judiciaire. Donc, c'est soit saisir le conseil de prud'homme en référé, donc c'est une procédure rapide, mais quand même, il faut aller au conseil de prud'homme et donc on demande la restitution du véhicule sous astreinte par 2 jours de retard, ou aussi au conseil de prud'homme au fond pour demander l'indemnisation du préjudice ou constituer une plainte pénale. Donc, c'est malheureusement pas satisfaisant parce qu'on a toujours envie d'éviter d'aller en procédure judiciaire. Alors, le salarié, parfois, peut commettre des contraventions, peut avoir des contraventions pour des infractions routières. Qui paye les amendes en cas d'infraction routière ? Alors, effectivement, dans ce cas, c'est le titulaire du certificat d'immatriculation qui est responsable, donc l'employeur. Cependant, depuis déjà le 1er janvier 2017, donc ça fait déjà un moment, l'employeur est tenu de dénoncer l'identité du conducteur. Donc cette identité du conducteur, donc c'est bien entendu le salarié, et j'insiste sur le fait qu'il s'agit d'une obligation, puisque l'employeur, s'il ne fait pas, il s'expose à une contravention de 4e classe qui va de 90 à 750 €.
Alors, est-ce que le salarié, il peut perdre des points également sur son permis s'il commet des infractions? Oui, tout à fait. C'était vraiment le but de cette loi du 1er janvier 2017, puisqu'avant, en fait, justement, pour les véhicules de fonction, on disait toujours, ce sont les véhicules impunis, parce que l'administration avait vraiment du mal à faire le lien entre le représentant légal et la voiture, et souvent les points n'étaient pas déduits. Donc, cette loi a été faite plus ou moins pour ça. Alors, si on se place au niveau contractuel, quelles sont les clauses importantes qui doivent figurer dans le contrat de travail au sujet du véhicule de fonction du salarié? Alors déjà, il faut préciser si l'utilisation est à but exclusivement professionnel ou personnel, ou les deux, on va dire. Et dans ce cas-là, parfois, certains employeurs mettent des limites, par exemple un nombre de kilomètres le week-end, ou des limites sur les personnes qui sont autorisées à utiliser le véhicule, par exemple dans la famille. Ensuite, comme on l'a vu tout à l'heure, il faut prévoir une clause d'entretien de propreté du véhicule ou se référer à tout le moins au manuel ou à la charte en vigueur. Ensuite, il faut prévoir, et ça c'est important, une clause de restitution du véhicule en cas de suspension du contrat de travail. C'est-à-dire qu'en cas de suspension du contrat de travail, si le salarié peut utiliser le véhicule pour ses besoins personnels, il ne pourra être amené à restituer le véhicule s'il est malade de façon prolongée que s'il y a une clause. S'il n'y a pas cette clause, on ne pourra pas le faire. Et ensuite, je conseille souvent de mettre une clause comme, par exemple, les besoins de vérification périodique du permis. Donc, pas vérification des points. L'employeur n'a pas le droit de vérifier les points, D'accord. mais on peut faire une vérification périodique du permis. Est-ce qu'il y a d'autres pratiques, hormis ces aspects contractuels, à recommander aussi bien pour les employeurs que les salariés? C'est-à-dire que je pense qu'il faut agir des deux côtés, il faut se mettre l'un à la place de l'autre, agir en bon père de famille. C'est vrai que je pense que la politique du chantage, de dire bah, moi je te rends pas ça parce que tu m'as pas payé ça, et puis l'employeur souvent il dit bah, moi je vais pas lui envoyer son solde de tout compte puisqu'il m'a pas rendu le véhicule. Alors en pratique, je ne sais pas ce que ça donne, mais c'est clairement pas autorisé par la loi et il faut savoir que vraiment, même si parfois on s'entend pas, il faut pouvoir prouver une faute lourde du salarié, donc c'est-à-dire une intention de nuire, donc c'est assez restrictif. D'accord. Et la jurisprudence est sévère en la matière? Alors justement, on a un seul arrêt. On a un seul arrêt sur le licenciement d'une personne qui n'a pas bien entretenu le véhicule de fonction. C'était une personne, enfin, elle devait faire la révision aux 30 000 km. Cette personne ne l'a pas fait. Elle a été rappelée par l'employeur et elle a fait la révision aux 36 000 km et il y a eu une panne technique ensuite. Et donc, le constructeur a refusé de prendre en charge la panne technique et l'employeur l'a licencié pour cause réelle et sérieuse, pas pour faute. Et donc, la Cour de cassation a validé, puisqu'elle a reconnu donc la faute, la négligence fautive du salarié qui était claire, puisqu'en plus, l'employeur lui avait rappelé son obligation, la responsabilité du salarié qui était claire, je crois que j'ai parlé d'employeur avec cet salarié, et ensuite le préjudice, puisque ceci avait coûté 9 000 € à l'employeur. On va conclure là-dessus. Merci Angélique Desruelles. Je rappelle que vous êtes avocate fondatrice du cabinet CFD Law. Merci beaucoup. Tout de suite, l'émission continue. On va parler des nouveautés fiscales en matière de plus-value immobilière. Tout de suite, l'émission continue. On va parler des nouveautés fiscales en matière de plus-value immobilière avec mon invité Léa Zerelli, avocate chez Del Sol Avocat. Léa, bonjour. Bonjour. Alors, on va parler ensemble des nouveautés fiscales en matière de plus-value immobilière. Tout d'abord, on va s'intéresser aux plus-values immobilières des particuliers. Pouvez-vous nous présenter le régime en vigueur avant la loi de finances de 2025? Oui, tout à fait. Donc, les plus-values immobilières des particuliers, jusqu'à présent, étaient taxées de la même manière, que ce soit pour des personnes physiques qui ne donnaient pas en location leurs biens ou pour des personnes physiques qui les donnaient en location, que ce soit en location meublée ou nue. L'imposition, c'était donc une imposition au taux de 19% d'impôt sur le revenu et 17,2% de prélèvements sociaux, après application de divers abattements, notamment pour durée de détention, avec une exonération totale au bout de 30 ans, ou bien une exonération également totale quand on cède sa résidence principale.
Ce qui est important de regarder ici et ce sur quoi le législateur a joué, c'est notamment sur le calcul de cette plus-value immobilière. Jusqu'à présent, elle était calculée de façon assez simple, c'est-à-dire prix de cession diminué du prix d'acquisition de ces titres, avec quelques correctifs, notamment ce qui concernait les frais d'acquisition, soit de manière forfaitaire à hauteur de 7,5%, soit si on peut les déclarer de façon réelle. Donc on va prendre le montant des droits d'enregistrement et les frais de notaire. Donc majorer ce prix d'acquisition de ces frais-là, et également des frais pour travaux réalisés, qui sont des frais donc, de gros travaux type construction, reconstruction, agrandissement ou amélioration. Et dans ce cas-là, c'est le même système. Soit on a un mécanisme réel, donc on va prendre les factures les unes avec les autres que l'on va ajouter à notre prix d'acquisition, soit on va prendre un régime forfaitaire qui peut être de 15%, mais il y a une condition à remplir dans ce cas-là, c'est d'avoir détenu son immeuble depuis plus de 5 ans. Et puis là-dessus, donc le législateur a voulu porter des différences pour remettre en perspective en fait les personnes qui louent de façon nue et qui ne peuvent pas amortir leurs biens, et les personnes qui louent leurs immeubles de manière meublée en tant que non professionnels et qui eux peuvent amortir leurs biens. Alors justement, vous évoquez les modifications du législateur. Quels sont les principaux changements? Donc en fait, le législateur, dans son article 84 de la loi de finances pour 2025, a prévu de minorer en fait le prix d'acquisition des immeubles du montant des amortissements qui sont pratiqués par les loueurs en meublé non professionnels. Donc cela vient essayer de corriger une distorsion qu'il y avait entre les loueurs nus et les loueurs meublés non professionnels, qui, pendant toute la durée de leur location, peuvent déduire un amortissement. Désormais, cet amortissement viendra augmenter, en fait, de manière théorique, le montant de leur plus-value. Et donc, ils auront une imposition qui pourrait être plus élevée dans ce cas-là. Néanmoins, le législateur a quand même prévu des dispositifs dérogatoires, notamment cet amortissement ne sera pas pris en compte pour tout ce qui est logement à caractère de résidence étudiante, de logements médico-sociaux dans des établissements médico-sociaux, des établissements sociaux, des résidences type EHPAD également. Et il a également prévu un mécanisme pour inciter en fait les contribuables à continuer à réaliser des travaux de grosse importance dans leurs immeubles pour que les logements soient toujours plus décents pour les locataires, et donc les amortissements qui sont liés à ces travaux d'agrandissement, d'amélioration, de reconstruction ne seront pas pris en compte dans cette nouvelle façon de calculer ces plus-values immobilières. On va s'intéresser à un autre point concernant l'exonération des plus-values immobilières de cession de droits de surélévation. Est-ce qu'il y a des changements? En fait, non, c'est seulement un mécanisme qui est prorogé pour une durée de 2 ans, donc jusqu'au 31 décembre 2026, parce que sinon, il venait à terme au 31 décembre 2024. Et donc, il va permettre en fait d'être exonéré sur cette plus-value de cession, donc de droits de surélévation, si l'acquéreur prend l'engagement, dans une durée de 4 ans, de créer des logements à destination de l'habitation. Il faut quand même bien faire attention, parce que si cet engagement n'est pas respecté, l'acquéreur est redevable d'une amende qui est égale à 25% de ce prix de cession. Oui, c'est pas négligeable. Exactement. Alors, autre point issu de la loi de finances, qu'en est-il de la fiscalité des plus-values immobilières en Corse? Oui, alors sur la Corse, en fait, le législateur a voulu remettre la Corse de la même manière que cela s'appliquait donc sur l'ensemble du territoire, c'est-à-dire des plus-values selon le régime général. En fait, en 2024, un dispositif particulier permettant un abattement de 60% sur le calcul de ces plus-values était applicable, mais ne permettait plus aux Corses de bénéficier des abattements généraux pour durée de détention. Donc, pour vouloir remettre en fait tout le monde à égalité, cet abattement spécifique ne s'applique plus, et désormais les Corses peuvent à nouveau bénéficier de ces abattements pour durée de détention qui sont quand même importants.
Aujourd'hui, quel bilan faites-vous de l'ensemble de ces modifications? Alors, en fait, aujourd'hui, ce qu'il y a, c'est qu'on sent bien que le législateur tend à vouloir essayer de détendre, si je peux dire, le régime fiscal applicable à tout ce qui est location, et notamment location meublée courte durée, qui tend beaucoup le marché. Et donc, pour permettre aux contribuables de ne plus hésiter entre de la location nue sur des plus longues durées et de la location courte durée. On sent que les deux régimes ont tendance à se rapprocher les uns les autres. Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques à conseiller aux contribuables qui nous écoutent, qui nous regardent? Alors sur ce nouveau mécanisme donc de prise en compte des amortissements, il va falloir faire attention parce que sur la durée, on peut avoir des périodes pendant lesquelles on va louer le bien et puis des périodes pendant lesquelles ce bien ne sera plus loué. Donc il faudra faire attention aux modalités de calcul de ces amortissements pour avoir une plus-value qui soit la plus juste possible. On va conclure là-dessus. Merci Léa Zeridi. Je rappelle que vous êtes avocate au sein du cabinet Del Sol Avocat. Merci beaucoup. C'est le moment de se quitter. Merci pour votre fidélité. Restez curieux et informés. À très bientôt sur Be Smart for Change.